Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre webinaire mensuel. Donc aujourd'hui, on va parler d'Adobe Captivate, bien sûr, et je vais vous présenter les meilleurs trucs et astuces. Est-ce qu'il y a de meilleurs trucs et astuces que d'autres? On n'en sait rien, mais en tout cas, une série de trucs et astuces pour être plus productif avec Adobe Captivate. J'en ai sélectionné 10, vous les avez ici listés sur le slide. Donc on va parler de la bibliothèque, on va ouvrir une bibliothèque externe, on va revoir les outils d'alignement, qui sont des outils qui vont vous faire gagner un temps précieux. On va transformer des images en boutons, c'est une nouveauté de Captivate 2019. On va parler des couleurs dans les images SVG. On va utiliser les états d'objets, quelque chose qui est très intéressant et qui nous permet de réaliser des interactions sans beaucoup de programmation, ce qui est toujours très chouette. On va utiliser les règles et les guides, on va créer des silhouettes, copier-coller l'apparence et utiliser les actifs de Captivate. Donc on a plein de choses à discuter aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vais passer sur mon partage d'écran. Hop, voilà. Je suis ici donc avec une présentation Adobe Captivate que j'ai ouvert. Et donc ma première astuce, le premier truc que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'utilisation de la bibliothèque. Alors la bibliothèque, elle se trouve ici sur le côté, donc à côté du panneau des propriétés, vous avez cette icône bibliothèque. Et la bibliothèque, eh bien, son objectif premier, c'est de faire en fait la liste de tous les actifs externes que vous avez importés dans votre projet. Donc vous allez trouver toutes les images que vous avez importées dans ce projet. Vous allez également trouver éventuellement les vidéos que vous avez importées dans le projet, les présentations PowerPoint, les images au format SVG, etc. Ici, dans la partie supérieure donc, de la bibliothèque, je les sélectionne ici sur l'écran, j'ai également les fichiers audio, donc la narration de ce projet. Et dans ce cas, eh bien, ces fichiers audio n'ont pas été importés de l'extérieur, ils ont été générés par la synthèse vocale d'Adobe Captivate. Alors, voilà la situation. Souvent, quand on discute avec des clients, on leur demande, tiens, est-ce que vous préférez une synthèse vocale ou un narrateur que l'on enregistre? Alors évidemment, ils préfèrent tous utiliser un narrateur parce que c'est plus naturel, c'est un petit peu moins robotique, etc. Et puis quand on leur propose tout cela, eh bien, on se rend compte qu'on a eu des problèmes en fait avec certains clients parce qu'on enregistrait la voix avec un narrateur, donc on allait engager un comédien pour lire la narration devant un micro. Et puis, le client changeait le texte. Il disait, ah, on a oublié de mettre quelque chose, il faut rajouter une petite phrase par-ci, retirer une petite phrase par-là. Et chaque fois, nous, on devait retourner chez le comédien pour enregistrer une nouvelle version. C'était un petit peu embêtant. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que, eh bien, pendant la phase de développement de notre projet, on va utiliser la synthèse vocale. Et une fois qu'on arrive à la fin du développement du projet, quand le script est complètement validé par le client, à ce moment-là, eh bien, on va enregistrer la narration auprès d'un comédien et puis on va venir remplacer la synthèse vocale par la narration du comédien ici dans le fichier. Et c'est ce cas d'utilisation que je vais utiliser pour vous montrer en quoi la bibliothèque peut vous être utile. Alors, si vous regardez ici, à côté de chaque diapositive, j'ai la petite icône d'un haut-parleur. Je ne sais pas si vous voyez ça ici dans la bande de film. Vous avez un petit haut-parleur à côté de chaque diapositive. Donc, j'ai un fichier audio qui est associé à chacune de ces diapositives. Je vous rappelle, un fichier audio qui est généré par la synthèse vocale. Alors pour supprimer ce fichier audio, je pourrais aller sur chacune de mes diapositives et venir dire ici audio, supprimer l'audio qui est sur la diapositive. Mais il y a beaucoup plus simple. Regardez, je vais sélectionner ici tous ces éléments audio dans ma bibliothèque. Je clique ici sur la petite poubelle, supprimer de la bibliothèque, je dis oui, et voilà, tout a été supprimé dans l'ensemble de ma présentation, donc je n'ai plus de fichier audio. C'est-à-dire que la première étape de la substitution finalement de la synthèse vocale avec un vrai comédien, elle est très simple. Vous voyez que c'est 2 boutons à cliquer et j'ai supprimé toute la narration. Deuxième élément que je vais utiliser dans ma bibliothèque, c'est cette petite icône qui me permet d'importer des fichiers. Donc je vais cliquer là-dessus et je vais me rendre ici dans ce dossier sur lequel j'ai mis, vous voyez, tous les fichiers audio qui me sont revenus du studio, donc que le comédien a enregistré, je les sélectionne, je clique sur ouvrir et Captivate va les importer un à un dans la bibliothèque. Donc de nouveau, je gagne du temps parce que je ne dois pas importer de manière individuelle chacun de ces fichiers audio. Vous voyez qu'ils apparaissent ici dans ma bibliothèque. Voilà le petit dernier.
Et puis, dernière chose à faire pour la substitution donc, de la synthèse vocale vers la vraie voix enregistrée par un comédien, c'est de remettre alors ces différents fichiers au niveau de chaque diapositive. Et pour ça, eh bien, le plus facile, c'est de prendre le fichier son et de venir le glisser sur la diapositive correspondante. Alors, j'ai ici un message qui arrive parce que, en fait, le problème que j'ai, c'est que mon fichier audio dure plus longtemps que la diapositive, que la durée actuelle de la diapositive. Donc ici, Captivate me dit, est-ce que vous voulez bien appliquer en fait la même durée à la diapositive qu'au fichier audio? Je dis OK. Et donc, si je vais maintenant dans mon montage chronologique, eh bien, vous voyez que j'ai de nouveau un fichier audio ici sur cette diapositive et que la diapositive a la même durée que mon fichier audio. Et donc, voilà qui consacre ici la substitution. Donc, maintenant, c'est très, très simple. Il me suffit tout simplement de glisser ici eh bien, ces différents fichiers audio sur chacune des diapositives. Et donc, vous voyez que la bibliothèque ici m'a permis de complètement accélérer mon travail. Donc, j'ai pu supprimer toutes les synthèses vocales en une seule action. J'ai pu importer toutes mes narrations en une seule action également. Et puis, remettre chaque narration, chaque fichier sur la bonne diapositive. Vous voyez que c'est hyper fastoche. Il suffit de glisser le fichier ici depuis la bibliothèque vers la diapositive. Et donc, ça va vous faire gagner, je pense, pas mal de temps. Ceux qui utilisent déjà Captivate, qu'est-ce que vous pensez de cette petite astuce, l'utilisation de la bibliothèque, notamment ici pour substituer une narration pour une autre? Voilà, si vous avez des petites du feedback à nous faire parvenir, n'hésitez pas à vous manifester dans la conversation qui se trouve là à côté. Donc ça, c'est ma première astuce, utiliser la bibliothèque. Une autre astuce intéressante, c'est qui fait toujours appel à la bibliothèque, c'est la capacité d'ouvrir une bibliothèque externe. En fait, la bibliothèque que vous avez ici, eh bien, elle est propre à chaque projet. Donc chaque projet a sa bibliothèque. Si vous ouvrez un autre projet, eh bien, vous allez avoir une autre bibliothèque. C'est très simple, donc ça c'est le principe de Captivate. Maintenant, parfois, c'est intéressant quand vous avez, par exemple, des images que vous avez importées dans un projet que vous avez envie de réutiliser dans un autre projet ou des fichiers son que vous voulez utiliser d'un projet à l'autre. Eh bien, regardez, j'ai ici la première icône de ma bibliothèque, donc de la barre d'outils bibliothèque, qui me permet d'ouvrir la bibliothèque, d'ouvrir une bibliothèque externe. Je vais cliquer sur cette icône et je vais aller chercher ici dans mon dossier un autre projet CPTX. Je vais tout simplement appeler ici library.cptx. Donc je vais cliquer ici sur Ouvrir et au bout de quelques instants, eh bien, vous allez voir apparaître ici une deuxième bibliothèque. Il s'agit de la bibliothèque de cet autre projet, donc une bibliothèque externe. Alors dans ce cas-ci, cette bibliothèque, elle ne contient pas grand-chose, elle contient simplement ici une image que vous pouvez tout simplement glisser ici dans cet autre projet. Et c'est ça qui vous permet donc de partager eh bien, finalement une série d'actifs entre projets. Donc ici, c'est une image que j'avais importée dans un autre projet et que je peux comme ça très facilement partager avec ce projet-ci. Il me suffit d'ouvrir la bibliothèque de ce projet externe. Voilà, au passage, c'est une image d'un excellent souvenir. C'est moi au concert d'ACDC à Amsterdam. Voilà. Il m'a fallu 10 jours pour m'en remettre de ce truc-là, mais c'était un excellent souvenir. Et donc voilà comment partager donc, des éléments d'une bibliothèque à l'autre, donc un excellent gain de temps. Voilà. La troisième astuce dont j'ai envie de vous parler, ce sont les outils d'alignement. Alors, les outils d'alignement, eh bien, ils ne sont pas présents sur la diapositive, enfin, ils ne sont pas présents sur l'interface de Captivate, par défaut. Donc, il faut les faire apparaître. Et pour faire apparaître les outils d'alignement, eh bien, vous allez dans le menu Fenêtre, ici, d'Adobe Captivate, et la première option s'appelle Aligner. Donc, je vais activer cette option et j'ai donc une barre d'outils supplémentaire qui apparaît ici au-dessus. Ce sont mes outils d'alignement. Je vois au passage un commentaire de Nicolas qui nous dit très bien un gain de temps, notamment pour des projets avec GoraOff. Cela nécessite de bien nommer ces fichiers pour optimiser l'utilisation de cette bibliothèque. Effectivement, donc je crois que Nicolas ici fait référence au fichier Wave, donc au fichier son que nous avons apporté ici. Vous voyez que je les ai nommés en fonction de la diapositive sur laquelle je veux
les placer. C'est ça qui facilite également la mise en place de ce genre de flux de travail. Alors, donc ici, j'ai une autre problématique. J'aimerais bien, en fait, aligner tous ces éléments de ma diapositive. La première chose que j'aurais envie de faire, c'est de donner aux 3 étiquettes ici, donc Liège-Guillemins, Bruxelles Midi et Ostende, j'ai envie de donner à ces 3 éléments la même taille. Donc, j'ai envie que ces 3 éléments aient exactement la même largeur et la même hauteur. Alors, première chose, vous voyez que, par défaut, il n'y a aucune des icônes de la barre d'outils des alignements ici qui est disponible. Elles sont toutes grisées. Si je sélectionne un élément sur ma diapositive, par exemple ici Liège-Guillemins, eh bien vous voyez que j'ai uniquement ces 2 icônes ici qui apparaissent, qui sont maintenant disponibles. Et ces 2 icônes eh bien, me permettent de placer l'élément sélectionné au centre de ma diapositive. Donc au centre horizontal et ou au centre vertical. Vous voyez ici mon élément qui est pile au centre de ma diapositive. Bon, il est derrière l'image de la Belgique. Ce n'est pas grave parce que de toute façon, j'ai envie de le placer ici au-dessus quelque part. Donc c'était juste pour vous montrer. Donc ça, c'est également quelque chose d'intéressant. Maintenant, si j'ajoute un deuxième objet à ma sélection, donc je maintiens le bouton Shift enfoncé, j'ajoute ici un deuxième objet à ma sélection, vous voyez que j'ai la plupart des icônes ici de ma barre d'outils qui sont visibles, hein, qui sont actives. Et puis si j'ajoute un 3e objet à ma sélection, eh bien là j'ai les 2 dernières icônes qui étaient inactives qui deviennent actives également. Alors remarquez également une autre petite chose quand je sélectionne plusieurs objets. Donc ici je commence par sélectionner Liège-Guillemins. Vous voyez que Liège-Guillemins a des poignées de sélection blanches. Hein. Et puis quand j'ajoute des objets à ma sélection, eh bien vous voyez que les objets que je vais ajouter à ma sélection, ils ont des poignées ici de sélection noires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les outils de la barre d'outils d'alignement qui sont ici au-dessus sont calibrés sur l'objet avec les poignées de sélection blanches, c'est-à-dire sur le premier objet que je sélectionne. Autrement dit, j'ai ici une icône qui s'appelle « Affecter la même hauteur ». Alors, affecter quelle hauteur à qui? Eh bien, je vais affecter à tous les objets qui sont sélectionnés en noir la hauteur de l'objet qui est sélectionné en blanc. C'est ça que ça veut dire. L'icône suivante s'appelle « Affecter la même largeur ». Quelle largeur affecte-t-on à qui? Eh bien, on affecte la largeur de l'objet sélectionné en blanc aux objets sélectionnés en noir. Et puis, pour tout faire en un clic, l'icône suivante s'appelle « Affecter la même taille ». Et c'est sur celle-là que je vais cliquer. Regardez bien ce qui va se passer avec Bruxelles et Ostende. Eh bien, ils acquièrent la même taille, la même largeur et la même hauteur que l'objet Liège-Guillemins, qui est donc l'objet que j'ai sélectionné en premier lieu et qui a les poignées de sélection blanches. Alors, autre chose que je vais faire, je vais profiter de cette sélection ici pour cliquer sur cette icône qui s'appelle « Aligner au centre ». Là, vous allez voir que eh bien, les objets Bruxelles Midi et Ostende vont s'aligner sur le même centre que le centre de Liège-Guillemins. Donc voilà, ici j'ai déjà progressé dans la mise en place de ma diapositive. Alors autre chose que j'ai envie de faire, donc je vais cliquer dans le vide pour désélectionner. Je vais sélectionner ici la carte de Belgique en premier lieu et Liège-Guillemins en deuxième lieu. Donc c'est maintenant la carte de Belgique qui a les poignées de sélection blanches et Liège-Guillemins qui a les poignées de sélection noires. Et je vais cliquer ici sur l'icône que vous avez ici qui s'appelle « Aligner en haut ». Et donc ce qui va se passer ici, rappelez-vous que les outils de la barre d'alignement sont calibrés sur l'objet qui est entouré de blanc. Eh bien ça veut dire que le côté supérieur de Liège-Guillemins va maintenant s'aligner au côté supérieur de la carte de Belgique. Je désélectionne le tout, je resélectionne la carte de Belgique et Ostende, et j'appuie maintenant sur l'icône aligner en bas. Et donc c'est le bord inférieur de l'objet Ostende qui vient s'aligner sur le bord inférieur de ma carte de Belgique, qui était donc l'objet avec les poignées blanches. Dernière petite chose ici, je vais sélectionner l'ensemble de tous ces éléments, voilà, et je vais les aligner au centre comme ceci. Voilà ce qu'il en est. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner Liège, Bruxelles et Ostende.
et je vais cliquer sur l'icône qui se trouve ici, qui s'appelle distribuer verticalement. Alors quand je vais cliquer sur cette icône-là, l'objet qui est le plus au-dessus, c'est-à-dire Liège-Guillemins, ne va pas bouger. L'objet qui est le plus en dessous, c'est-à-dire Ostende, ne va pas bouger non plus. Mais c'est Bruxelles-Midi qui va venir se mettre exactement au milieu des deux. Voilà, vous avez vu que Bruxelles est un petit peu descendu, et donc maintenant j'ai ces trois objets, Liège, Bruxelles et Ostende, qui sont correctement distribués. Je vais sélectionner la flèche qui se trouve ici, donc Liège-Guillemins, la flèche et Bruxelles-Midi, et je vais également les distribuer, ça veut dire que c'est la flèche qui va venir se mettre ici, bien au milieu de ces deux éléments. Je sélectionne Bruxelles-Midi, l'autre flèche et Ostende. Je les distribue, donc la flèche vient se mettre bien au milieu, et puis pour peaufiner le tout, je sélectionne d'abord ma flèche et puis mon étiquette, parce que c'est la flèche qui doit avoir les poignées blanches. C'est sur cet élément-là que je veux calibrer les outils de ma barre d'alignement, et je vais aligner ces éléments ici au centre horizontal et vertical. Voilà qui est fait. Et ici, donc d'abord la flèche et puis mon étiquette, et je procède à mon alignement également. Donc voilà, vous avez vu comment ici la barre d'outils d'alignement m'a permis de correctement aligner tous ces éléments ici sur ma diapositive sans que je m'échine finalement avec mon clavier à faire bouger comme ça ces éléments, et puis finalement ils ne sont jamais au bon endroit de cette façon-là. Donc voilà encore une petite astuce, la barre d'outils d'alignement. Rappelez-vous qu'elle n'est pas présente par défaut sur l'interface de Captivate. Vous allez dans le menu Fenêtre Aligner pour allumer cette barre d'outils, et c'est ce qui fait peut-être qu'on loupe ces outils qui sont tellement faciles et qui font gagner un tas d'heures de travail. Alors, autre petite chose, tant qu'on est à parler de déplacer des éléments, je reviens ici sur mon image. Alors, vous connaissez probablement les flèches du clavier qui vous permettent de déplacer cette image d'un pixel à la fois. C'est ce que je suis en train de faire ici avec les flèches du clavier. Maintenant, si vous combinez majuscule avec les flèches du clavier, eh bien, vous déplacez cet objet de 10 pixels à la fois. Et donc, ça, c'est également une astuce que j'utilise de manière quasi quotidienne dans Captivate. Ça me permet de déplacer très rapidement des objets sur ma diapositive. Et une fois que je veux faire un déplacement plus fin, eh bien, je relâche la touche majuscule et je continue. Ici, je peaufine avec uniquement les flèches du clavier qui me permettent donc d'aller placer cet élément au pixel près. Voilà, donc des petites astuces concernant le placement, les alignements et la taille des éléments. Alors, autre astuce, et donc ici, vous voyez que le texte de tous ces éléments est en anglais parce que cette diapositive-ci, ce n'est pas moi qui l'ai créée, c'est une diapositive que j'ai piquée à mon ami Pooja qui a réalisé un webinaire similaire en anglais pour Adobe. Donc voilà, rendons à César ce qui est à César. Alors, l'astuce que j'ai envie de vous montrer ici, c'est le fait qu'on peut maintenant convertir des images en boutons. Donc, dans Captivate, vous avez cet objet qui est un bouton. Donc ça, c'est, je dirais, la manière historique dans Captivate d'intégrer des boutons. C'est un objet qui était déjà là dans Captivate 1 et qui n'a pas beaucoup évolué depuis. Alors, par la suite, on a utilisé des formes. Donc ici, si je viens dessiner une forme sur ma diapositive, pour le moment, cette forme est un rectangle au coin arrondi, mais dans mon panneau des propriétés, eh bien, je peux décider de convertir cette forme en un bouton en cochant sur la petite case ici, utilisée en tant que bouton. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire dans Captivate depuis Captivate 5, si j'ai bon souvenir, donc c'est pas récent, mais c'est quelque chose de très pratique. Par contre, ce qui est très récent ici dans Captivate, c'est que quand je sélectionne une image, donc ici j'ai l'image de ce personnage, et bien regardez, j'ai maintenant cette même case à cocher utilisée en tant que bouton qui est disponible pour les images. Et donc je vais pouvoir ici cocher ce bouton et dire par exemple, eh bien cet élément-là, Caption 1, je vais le masquer, et c'est en cliquant sur cet élément que je vais afficher l'élément Caption 1 et ne pas continuer la lecture du projet. Et donc je peux faire la même chose ici avec les autres éléments. Donc je vais transformer ce deuxième personnage ici en un bouton. Je vais cacher ici la petite bulle. Et donc quand je clique sur ce bouton, vous voyez que j'ai ici un onglet Action qui est apparu,
Et pour ceux qui ont déjà utilisé Captivate, eh bien, vous reconnaissez ici toutes les actions qu'on peut mettre sur un bouton normal. Donc, on peut maintenant les utiliser également avec des images. Donc, j'ai envie ici d'afficher eh bien, l'élément Caption 2 et de ne pas continuer la lecture du projet. Je suis sur la diapositive numéro 4. Laissez-moi juste vérifier ici dans mon éditeur d'habillage. Oui, j'ai bien la barre de défilement, donc ça c'est correct. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais aller voir ici dans le navigateur. Voilà, en HTML5. Parce que oui, cette nouvelle option n'est visible qu'en HTML5. Hein, donc, vous êtes obligé d'aller dans le navigateur. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, regardez, j'ai ici les deux bulles de bande dessinée qui ont disparu. Et c'est en cliquant donc, sur l'élément que je peux alors faire apparaître ces bulles de bande dessinée. Donc, vous voyez ici des images qui deviennent interactives, qui deviennent des boutons. Donc c'est une addition tout à fait bénéfique dans Captivate. On aurait dû faire ça, à mon sens, beaucoup plus tôt. Cette image, Géraldine, est également disponible pour les vecteurs. D'ailleurs, merci beaucoup de la transition, puisque mon prochain truc, eh bien, il concerne les images vectorielles. Donc j'ai ici une image au format SVG, et avant de vous montrer ici l'astuce suivante, regardez, quand je sélectionne cette image au format SVG, vous voyez que j'ai également cette petite case utilisée en tant que bouton qui est disponible ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les images au format SVG, donc SVG signifie Scalable Vector Graphic. Et pour vous montrer eh bien l'avantage de telles images, regardez, j'ai réduit ici la taille de cette image. Je vais augmenter la taille de cette image de manière exagérée, et vous voyez hein, que cette image, du coup, elle est pixelisée. Ça, c'est ce qui se passe pour des images normales. Mais une image au format SVG, quand je relâche le bouton de ma souris, voilà ce que ça donne. L'ordinateur recalcule cette image, et donc, quelle que soit finalement la taille de cette image, elle sera toujours nickel, puisque elle a la capacité, cette image, de s'adapter à la taille que vous lui donnez, ce qui n'est pas le cas des photos, par exemple, qui, elles, seraient pixelisées. Une autre petite astuce que j'ai envie de vous montrer avec les images au format SVG, c'est que quand vous double-cliquez sur ces images, eh bien, vous allez passer en mode d'édition, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner les différentes composantes de cette image. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, je peux sélectionner les différentes composantes de ce graphique. Je peux sélectionner ici le tableau qu'il y a derrière et je vais pouvoir, dans Captivate, changer éventuellement la couleur de cet élément. Par exemple, ici, je mets un tableau en blanc. Je peux changer la couleur de la robe ici du présentateur si je veux. Donc, je vais sélectionner cet élément et j'ai envie de lui mettre une robe rouge. Voilà, parce que je trouve ça plus joli. Donc, je peux très bien faire ce genre de choses ici sans avoir besoin de modifier donc cet élément dans un logiciel tel qu'Adobe Illustrator. Quelque chose également de très intéressant, je vais cliquer ici sur le côté pour désélectionner mon image. Je vais la resélectionner pour pouvoir ensuite créer un état. Par exemple, je vais mettre un autre état. Je ne vais pas passer mon temps à essayer de trouver un chouette nom. Voilà, j'appelle ça autre état tout simplement. Et je peux alors modifier la couleur de mon élément SVG uniquement dans l'autre état en question. Regardez par exemple, je vais de nouveau changer la couleur ici du tableau blanc. Donc je fais un double clic sur le SVG et je vais prendre, mettons ici du bleu. Et donc vous allez voir que dans l'état normal de mon image, le tableau est blanc. Dans l'état autre état de mon image, le tableau est bleu. Et donc ça peut être particulièrement intéressant quand vous créez des interactions avec des objets à plusieurs états. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de réimporter plusieurs versions de votre image. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser un logiciel tel qu'Adobe Illustrator pour modifier les couleurs donc, de ces différentes formes à l'intérieur de votre SVG. Vous pouvez faire tout ça tout de suite à l'intérieur de Captivate. Et ça, c'est ma 5e petite astuce. L'astuce suivante, eh bien, vous allez voir qu'il s'agit de plusieurs astuces. C'est en anglais parce que de nouveau, j'ai piqué cette diapositive à mon ami Pooja, que vous connaissez peut-être par ailleurs, hein, qui travaille pour Adobe et qui anime les webinaires en anglais. Donc ici, nous allons mettre en place une interaction avec plusieurs états. Donc j'ai ici une image avec le mot émotion qui est écrit sur cette image.
Et cette image, vous voyez qu'on lui a donné un nom, donc c'est une image qu'on a appelée ici Emotions, donc en anglais. Alors je vais basculer ici dans la vue de l'état en cliquant sur ce bouton. Et je vais créer plusieurs états pour cette image. En fait, je vais créer 1, 2, 3, 4, 5, 6 états. Un état pour chacune des émotions que nous avons ici sur le côté. Donc allons-y, je vais créer un nouvel état. Je vais l'appeler sad, hein, ça veut dire triste en anglais. Je vais encore créer un nouvel état que je vais appeler tired, donc fatigué. Voilà. Je vais créer un état que je vais appeler happy. Voilà. Je vais créer un état que je vais appeler confused, comme ceci. Le suivant, ce sera curious. Et puis, le petit dernier, ce sera angry. Donc ça signifie fâché. Voilà. Donc, j'ai créé ici tous les états dont j'ai besoin. Cela dit, vous voyez qu'à l'intérieur de chacun de ces états, j'ai toujours la même image, hein, la même image emotions. Eh bien, je vais changer tout cela maintenant. Et pour ça, je vais me resservir d'une astuce dont je vous ai déjà parlé. Donc, je vais me placer dans ma bibliothèque. Je vais cliquer ici sur l'icône importer. Et je vais aller donc ici importer les différentes images d'émotions que j'ai préparées à l'avance. Hein. Remarquez le nom que j'ai donné à ces images. Donc c'est également le fait de nommer correctement ces éléments qui va me permettre d'accélérer mon travail dans Captivate. Donc je vais importer tous ces éléments ici dans ma bibliothèque. Ce sont des images, donc ça va apparaître ici. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis dans l'état SAD, eh bien, je vais remplacer l'image Emotions par l'image SAD qui se trouve ici. Et pour ce faire, je vais tout simplement glisser cette image par-dessus l'image existante. Et vous voyez que du coup, ça remplace l'image. Ça, c'est de nouveau une nouveauté assez récente dans Captivate. Donc, vous pouvez très facilement remplacer une image par une autre, simplement en glissant une image sur une image existante. Donc, je vais prendre ici Happy. Voilà qui est fait. Et vous voyez du coup que ça va extrêmement vite pour pouvoir mettre en place cette interaction. Donc je vais ici cliquer, voilà, Curious, ce sera le suivant. Et puis le petit dernier, Angry. Donc me voici ici avec mes différents états qui sont mis en place grâce à ces quelques petites astuces. Je vais donc quitter ici l'état en cliquant sur ce bouton. Et donc voilà, donc tous mes états sont maintenant correctement mis en place. Hein, on va les retrouver ici. Et donc maintenant, pour passer d'un état à l'autre, eh bien, je vais cliquer ici sur cette image que j'utilise en tant que bouton. Hein. Vous voyez ici que cette image est un bouton. Et l'action que je vais associer à ce bouton, eh bien, ce sera tout simplement de modifier l'état de mon image Emotions et d'aller alors sur l'état SAD de mon image sans relâcher la tête de lecture. Et ça, c'est quelque chose que je dois faire pour chacun de ces boutons. Donc, c'est peut-être un petit peu embêtant de refaire la même démarche finalement pour chaque bouton. Donc, de nouveau, astuce supplémentaire. Pour pouvoir accélérer mon travail, je vais sélectionner ici toutes ces images. Vous voyez que je les utilise toutes en tant que bouton. Et puis, je vais, avec toutes mes images sélectionnées, je vais dire, eh bien, l'action de toutes ces images, ce sera l'action modifier l'état de. Voilà, alors ça prend un peu de temps parce que Captivate, du coup, il doit appliquer tout ça à l'ensemble de la sélection. Je vais modifier l'état de l'image Emotions, ça c'est commun à tous les boutons. Et puis ici, je vais choisir déjà mon état Tired, donc l'état ici du deuxième bouton, et décocher la petite case continuer la lecture du projet. Donc, vous voyez que j'ai mis en place toutes ces options pour l'ensemble de mes boutons. La seule chose qui me reste à faire ici, c'est d'aller modifier l'état pour chaque bouton. Donc ça, c'est quelque chose que je dois faire de manière manuelle. Hein. Donc il y a quand même un petit peu de travail manuel ici que je dois faire. Mais vous voyez que finalement, ça me permet d'économiser pas mal de clics puisque le choix de l'action, le choix de l'objet et le fait de décocher la petite case continuer la lecture du projet, ça c'est quelque chose que je peux faire tous ensemble, donc pour tous mes boutons. Et donc on va bien sûr aller voir ce que ça donne. Hein. Donc on va aller tester tout cela dans le navigateur. Voilà.
Et donc, on va lancer le projet, on va aller sur la diapositive en question, donc c'est celle-ci. Et donc, regardez, quand je clique ici sur ces boutons, eh bien, je vais pouvoir passer voilà, d'un état à l'autre. Et donc, nous avons ici de quoi mettre en place une jolie interaction de manière finalement très rapide. Alors, pour pouvoir faire ça de manière rapide, j'ai utilisé plusieurs astuces. Donc, j'ai utilisé d'abord les états d'objets. Ensuite, j'ai utilisé l'import dans ma bibliothèque de toutes ces images en une seule fois. Et puis, j'ai utilisé la possibilité donc de modifier une image par une autre simplement par un cliquer-glisser comme ceci. Alors, est-ce que vous voulez une astuce supplémentaire pour pouvoir justement mettre en place cette interaction? Ouais, on veut une astuce supplémentaire. Donc, une autre astuce que vous pouvez utiliser, donc vous voyez qu'ici, mon astuce numéro 6, c'est en fait plein d'astuces en une, ce sera d'utiliser un état pour les différents boutons. Donc, quand on a des boutons, eh bien, on a ce qu'on appelle des états intégrés. Donc ici, on a l'état rollover et l'état down. Donc l'état rollover, c'est l'état du bouton quand on passe la souris dessus. L'état down, c'est l'état du bouton quand le bouton de la souris reste enfoncé. Okay, et nous avons un état supplémentaire. Donc ici, si je clique sur le petit plus, j'ai un état intégré supplémentaire qui est l'état visité. Alors l'état visité, eh bien, c'est l'état du bouton quand on aura déjà cliqué dessus. Et donc ici, quelque chose que j'utilise également souvent, donc ce bouton c'est une image en réalité, eh bien regardez ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur modifier l'image et aller cocher la case nuance de gris. Et ça va me permettre d'avoir une version noir et blanc de mon image dans l'état visité de ce bouton. Je vais faire ça pour les quelques premiers boutons, voilà, donc je crée un état visité. Et puis, je vais aller tout simplement mettre ici cette image en nuance de gris pour avoir une version de nouveau noir et blanc de mon image. Même chose ici. Donc, je crée l'état visité. Hop, je vais modifier mon image pour la rendre noir et blanc. Je ne vais pas le faire pour les 3 derniers boutons. Je suppose que vous avez compris ici l'astuce. Et donc, que va-t-il se passer quand je vais maintenant tester ceci dans mon navigateur? Roulement de tambour. Voilà, hop. Hop, voilà mon interaction. Eh bien, regardez, quand je clique sur cet élément, les éléments sur lesquels j'ai cliqué, eh bien, vous voyez qu'ils se mettent en noir et blanc. Et donc, c'est ça qui m'indique finalement que j'ai déjà cliqué sur ces éléments. Donc, voilà encore une petite astuce qui me permet de peaufiner ici cette petite interaction sans devoir dépenser énormément de temps. Est-ce que tout va toujours bien? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire dans le chat. Oui, super. Voilà. OK. Eh bien, dans ce cas, on va passer à l'astuce suivante. Alors, l'astuce suivante, je vais créer une animation. Donc, ici, c'est une petite animation qui va me permettre, par exemple, avec tous ces gens ont des masques, donc c'est quelque chose qu'on a créé pour la pandémie, pour essayer de sensibiliser à la distanciation sociale. Et oui, on essaye de faire avec son époque pour pouvoir créer donc de l'e-learning. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les guides. Donc, je vais tout d'abord dans le menu Afficher pour faire afficher les règles. Alors, les règles, eh bien, ce sont ces règles verticales et horizontales qui sont ici, qui ne sont pas affichées par défaut. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, grâce à ces règles, je vais cliquer dans la règle pour faire apparaître, vous voyez, une série de guides. Et je vais placer ces guides eh bien, au milieu de ces différents éléments. Donc, vous voyez ici, je vais placer ces guides à peu près au milieu de chacun de ces éléments, comme ceci. Voilà. Pour le moment, je les place à peu près sur les éléments. Vous allez voir ici que je vais maintenant sélectionner cet élément-là. Voilà, donc ici, mon guide, il est bien placé. Vous voyez qu'il est bien au milieu de cet élément. Je vais le sélectionner et peut-être un peu déplacer ici mon élément pour qu'il soit bien correctement mis. Je vais faire la même chose ici. Ici, je vais placer mon guide bien au milieu. Donc, vous voyez, je me sers ici de la poignée blanche pour placer mon guide bien au milieu de cet élément. Même chose ici. Voilà, comme ceci. Je vais placer mon guide ici également. Voilà.
je vais placer également mon dernier guide bien au milieu de cet élément-ci. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est rapprocher tous ces éléments. Donc, en fait, ce que vous avez devant les yeux, c'est l'état final de l'animation que j'ai envie de créer. Donc, pour rapprocher ces éléments, eh bien, je vais sélectionner ces éléments et je vais utiliser la touche Shift et puis la flèche de droite de mon clavier pour rapprocher, vous voyez, ces éléments. Et cette petite astuce, donc Shift, flèche de droite, eh bien, ça me permet de rapprocher ces éléments et de les déplacer uniquement dans une seule dimension. C'est-à-dire que je les déplace uniquement horizontalement et je ne les déplace pas vers le haut. Grâce au fait que j'utilise le raccourci Shift, flèche de droite, eh bien, je déplace ces éléments de 10 pixels à la fois, hein, ce qui me permet donc évidemment d'accélérer ici mon travail. Ok, donc voilà, donc ces personnes sont beaucoup trop proches l'une de l'autre, on a envie de les éloigner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici le premier personnage, et dans le panneau des durées, eh bien, je vais utiliser une trajectoire du mouvement, donc je vais utiliser une trajectoire, et je vais utiliser la trajectoire ici, alors pas de gauche à droite, mais la trajectoire de droite à gauche. Voilà. Alors, là est tout le problème de ce genre de trajectoire. Vous voyez que la trajectoire ici, elle est définie à partir de mon triangle vert et elle s'arrête, cette trajectoire, eh bien, elle s'arrête hors champ, elle s'arrête ici au niveau de mon carré rouge. Eh bien, ce que je vais faire, c'est prendre mon carré rouge et là, je vais vous donner une astuce supplémentaire. Je vais déplacer mon carré rouge en maintenant enfoncé le bouton majuscule du clavier, ce qui me permet, vous voyez, d'avoir un déplacement qui va uniquement à l'horizontale et pas à la verticale. En fait, avec le bouton Shift, je vais pouvoir contraindre ce déplacement par angle de 45 degrés comme ceci. Si je ne tiens pas le bouton Shift enfoncé, eh bien alors je peux faire des choses comme ça, et ça, je n'en ai pas envie. Et donc, c'est maintenant que mon guide va me servir, parce que je vais mettre mon guide ici, je vais mettre mon carré rouge, exactement au milieu de mon guide, et donc je sais que ce personnage va tout simplement reprendre la place qu'elle avait au moment où elle était au niveau de ce guide. Je vais maintenant sélectionner donc la deuxième image. Je vais également lui mettre une trajectoire du mouvement qui va aller également de gauche à droite, comme ceci. Je crois que je me suis d'ailleurs trompé de personnage, mais ce n'est pas grave. Et donc ici, je vais prendre le deuxième petit carré rouge. Et là, il faut bien sélectionner, il ne faut pas se tromper dans la sélection. Voilà. Alors, ce que je vais faire pour ne pas me tromper dans ma sélection, c'est Shift flèche du bas pour décaler ce personnage de 10 pixels. Et comme ça, ça me permet donc de bien accéder à son élément que je viens mettre sur mon guide. Et puis Shift flèche du haut pour remettre ce personnage ici en place. Voilà, je vais également sélectionner la dame qui est là derrière. Alors, elle est où celle-ci? Ben, c'est celle-ci. Vous voyez que comme elles sont trop proches les unes des autres, les personnages, eh bien, je me sers ici de mon montage chronologique pour les sélectionner. Et donc, ce personnage-là, je vais également lui mettre eh bien, une trajectoire du mouvement. Ce sera donc la même trajectoire qui va aller de gauche à droite. Je vais faire monter ce personnage de 10 pixels. Voilà. Shift flèche du haut, ce qui va me permettre de bien prendre le bon élément que j'ai placé donc avec ma touche Shift bien au bon endroit. Shift flèche du bas pour remettre le personnage en place. Et puis je ne vais pas refaire ça pour tous les personnages, mais regardez alors ce qui va se passer au niveau de mon aperçu. Donc si je fais l'aperçu de cette diapositive, eh bien vous allez voir que ces éléments devraient normalement, si je veux bien, hop, voilà, je vais mettre le play ici. Vous allez voir que ces personnages vont maintenant se mettre en place. Ils vont reprendre la place qu'ils occupaient au départ. Et tout ça grâce à mes guides. Donc vous voyez, vous pouvez ici placer ces différents guides. Et ces guides vont vous aider donc, dans l'alignement ou dans la création ici d'une animation. Et ça, c'est mon astuce numéro 7. Alors, mon astuce suivante concerne la création de silhouettes. Donc, nous allons créer ici, donc c'est de nouveau une petite interaction qui concerne la distanciation sociale que l'on doit observer donc en ces temps de pandémie. Et vous voyez ici que j'ai des silhouettes. Donc ça va me permettre
eh bien d'indiquer que cette personne-là, elle devrait en fait se placer ici, que cette personne-là devrait un petit peu s'éloigner pour éviter donc, que ces personnes soient trop proches. Alors comment créer ce genre de silhouette? Eh bien regardez, je vais prendre ici le personnage que j'ai ici, donc ça c'est une image tout simplement. Je vais dupliquer cette image, donc je vais ici utiliser dupliquer. Vous pourriez très bien utiliser également le raccourci clavier CTRL-D, hein, D comme dupliquer. Donc j'ai ici une deuxième copie de mon image que je vais venir placer. Alors de nouveau, je vais utiliser ici mes flèches, hein, Shift et les flèches du clavier pour venir placer ce personnage où je le veux. Et donc pour en faire une silhouette, eh bien je vais me placer dans mon panneau des propriétés. Je vais prendre donc modifier les propriétés de cette image. Et cette image, je vais lui faire deux petites choses. Je vais la mettre en nuance de gris. Et je vais modifier son paramètre alpha, par exemple, ici je vais le mettre à 50%, mettons, et voilà, donc mon image est devenue tout simplement une silhouette. Je me rends compte que Pooja avait été un petit peu plus loin que moi au niveau de l'alpha, donc je vais descendre par exemple à 30%. Et voilà, donc ici vous voyez que j'ai une copie de cette image en silhouette, et donc maintenant ce que je vais pouvoir faire, eh bien, c'est créer une interaction glisser-déposer, hein, et donc dans cette interaction glisser-déposer, eh bien, j'ai cet élément-là que je peux glisser, cet élément-là et cet élément-là. Deuxième étape de mon glisser-déposer, je vais sélectionner mes cibles de dépôt. Donc ça, c'est une cible de dépôt, ça aussi et ça aussi. Et puis, je vais associer, donc je vais donner la bonne réponse. Donc en fait, je vais devoir glisser cet élément-là sur sa silhouette. Je vais devoir glisser cet élément-là sur sa silhouette et glisser cet élément-là sur sa silhouette également. Et donc voilà, je vais encore ici, donc dans le panneau glisser-déposer, retirer ces légendes. Et donc, si je fais un petit aperçu de ceci dans mon navigateur, eh bien, vous allez voir que j'ai une chouette petite interaction. Voilà. Voilà ma fameuse animation ici avec les gens qui se remettent en place. Et donc ici, vous voyez que je vais pouvoir simplement glisser ces différents éléments. Oups, ah, je me suis trompé, tiens. Voilà, j'ai dû me tromper ici dans mon interaction, donc l'autre personnage, mais vous avez l'idée. Hein, donc je peux glisser ces personnages les uns sur les autres. Et comme finalement ce sont des copies chaque fois de la même image, vous voyez que eh bien, ça s'adapte parfaitement à la forme. Et donc vous avez ici de quoi faire une chouette petite interaction glisser-déposer. Oui, apparemment, voilà, donc c'est moi qui me suis trompé dans ma manipulation au niveau de la démo, mais voilà, vous avez, j'espère, compris la démarche. Remarquez également tiens, que les guides que j'ai posés sur la diapositive précédente eh bien, sont toujours visibles ici sur ma diapositive numéro 8. Alors sur cette diapositive numéro 8, ces guides n'ont plus vraiment lieu d'être, hein, ils n'ont plus beaucoup de sens. Alors ce que je vais pouvoir faire, c'est dans le menu affiché, eh bien, je vais pouvoir effacer mes repères ou masquer mes repères. Masquer mes repères comme ceci, ça me permettrait éventuellement de les réafficher par la suite. Ou bien alors, je vais pouvoir, dans le menu afficher, effacer ces repères. Et là, mes repères, ils ont été tout simplement supprimés. Donc, je vais pouvoir éventuellement en créer de nouveaux, mais pas rallumer les anciens repères, puisque ici, je les ai supprimés. Voilà, vous allez toujours bien ? Oui. Voilà, il me reste une dizaine de minutes pour les deux astuces suivantes. Donc, l'astuce numéro 9 qui se trouve ici, c'est le copier-coller de l'apparence. Donc, vous avez ici une forme hein, qui a été mise en forme. Vous voyez qu'elle est en couleur, etc. Donc, c'est une forme qui est chouette. Et puis ici, nous avons des formes qui sont un peu plus ternes. Alors, si vous voulez rapidement appliquer la même mise en forme, eh bien, c'est très simple. Vous avez une nouvelle fonctionnalité également dans Captivate 2019. Vous sélectionnez cette forme, vous faites un clic droit et vous pouvez maintenant copier l'apparence d'un élément. Donc, le copier tout court ici, il va copier carrément la forme en tant que telle. Donc, son apparence, mais également son contenu. Ici, je vais pouvoir copier l'apparence de cette forme et puis venir sélectionner une autre forme et coller alors l'apparence que j'ai copiée. Je peux même sélectionner plusieurs formes en même temps, voilà, et venir ici coller l'apparence.
comme ceci, et vous avez donc toutes ces formes qui vont gagner en PEPS, hein, qui vont prendre la même mise en forme. Je peux même faire ça sur d'autres diapositives. Par exemple, je prends ici une forme également, clic droit, coller l'apparence, et regardez, cette forme va prendre finalement la même mise en forme que de l'autre côté. Donc, c'est une option intéressante pour aller vite. Maintenant, je vous avoue que je ne suis pas hyper fan de ce genre de choses, ça dépanne parfois. Je préfère utiliser les styles, je pense que c'est mieux de pouvoir créer des styles et de pouvoir alors appliquer des styles sur les différentes diapositives. Quelle est la valeur ajoutée d'un style? Je vais ici enregistrer les modifications dans ce style. Voilà, je vais faire la même chose ici sur les autres diapositives, sur les autres éléments. Voilà, je vais réinitialiser le style, voilà, comme ça, donc j'ai le style ici. Quelle est la valeur ajoutée d'un style par rapport à copier-coller l'apparence? Eh bien, c'est que quand j'utilise les styles, si je désire changer quelque chose ici, une autre par exemple, je vais mettre ici une police de caractère un petit peu plus chouette, eh bien, regardez, quand je sauvegarde ces modifications dans le style existant, les autres éléments vont également prendre en compte cette modification. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les styles, mais que vous ne pouvez pas faire avec copier-coller l'apparence. Copier-coller l'apparence, c'est juste l'apparence au moment où vous faites le copier-coller qui compte, mais les mises à jour de cette apparence ne se font pas. Quand on utilise les styles, comme je viens de le faire ici, vous voyez que l'apparence ici, la mise à jour de cette apparence se fait ici grâce au style. Donc ça, c'est mon astuce numéro 9, copier-coller l'apparence et l'utilisation des styles. Et puis, dernière astuce, l'utilisation des actifs de Captivate. Donc, vous avez vu dans cette présentation, eh bien qu'on a utilisé pas mal d'images, notamment ici sur cette diapositive-ci, nous avons utilisé des images au format SVG. Et finalement, dans la mise en place de ce projet, eh bien, c'est ce qui prend le plus de temps, c'est la recherche de ces images. C'est soit la recherche de ces images dans des bibliothèques existantes, ou bien carrément la création de ces images vous-même dans des logiciels tels qu'Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop. Alors parfois, il n'y a pas besoin de dépenser énormément de temps ou d'argent pour embaucher un graphiste pour réaliser ce genre de choses, puisque vous avez ici dans Captivate une bibliothèque des actifs. Et donc quand vous cliquez sur cet élément-ci, eh bien, vous avez des actifs qui s'ouvrent et vous avez ici dans Captivate directement une série de personnages qui sont disponibles. Vous avez également des icônes qui sont là, que vous pouvez utiliser dans vos projets. Alors c'est très simple à utiliser, hein. Une fois que vous avez trouvé une icône, prenons par exemple ici l'icône du soleil, eh bien vous la sélectionnez, vous cliquez sur Insérer, et alors cette icône est téléchargée, et puis elle arrive, la voici, dans votre projet. Alors petite question, regardez, on va faire une petite expérience. Donc vous voyez que mon icône, elle est toute petite, je vais l'agrandir, vous voyez qu'elle est pixelisée à mort, hop, je relâche le bouton de ma souris, elle est recalculée, donc cette image est une image au format réponse dans la conversation. Qui a la réponse? Je vois que Nicolas est en train de taper. C'est une image vectorielle, Nicolas, c'est effectivement le cas. Donc c'est une image au format SVG. Autrement dit, je pourrais très bien également double-cliquer ici sur cette icône, sélectionner les différents éléments et venir eh bien, mettre le soleil en jaune, puisque tout le monde sait que le soleil est jaune. J'ai choisi un jaune cacadois. Désolé pour ça. Donc voilà, ici un premier cas d'utilisation de ces actifs. Donc vous avez une série d'icônes. Vous avez également des images. Donc ici, c'est une sélection d'images qui proviennent de chez Adobe Stock. Voilà, donc vous allez trouver ici une série d'images que vous pouvez utiliser dans vos projets. Donc prenons par exemple cette image-ci. J'ai envie d'utiliser, elle correspond bien à mon projet, donc je la sélectionne, je clique sur Insérer une image, et qu'est-ce que j'ai gagné? Mon admiration éternelle, Nicolas. C'est pas mal, hein? Et donc, quand je sélectionne ici cette image, regardez, je vais l'ajuster à la scène, et donc j'ai la possibilité ici d'aller chercher des images. C'est gratuit, ça fait partie de votre licence Captivate, et ça se trouve ici dans le magasin des actifs. Autre actif que vous pouvez utiliser, des vidéos. Regardez, vous avez plein de vidéos.
J'aime bien celle-ci, hein, donc vous pouvez la sélectionner, avoir un preview de la vidéo ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça peut être sympa pour un générique par exemple, hein. Et donc si vous aimez bien cette vidéo, si vous voulez l'utiliser, eh bien vous la sélectionnez, vous cliquez sur insérer une vidéo. Voilà, je clique sur OK. Et donc elle est téléchargée et elle est ici insérée au niveau de ma diapositive. Je vais la rendre un petit peu moins grande, voilà, et vous avez ici donc une vidéo qui est directement insérée. Donc vous avez donc plein d'actifs qui sont présents dans votre bibliothèque. Voilà, je vais retirer ceci. Je vais peut-être vous montrer encore un type d'actifs, ce sont les personnages. Là je prends un risque parce que je sais qu'il y a un petit bug dans Captivate la première fois qu'on les insère. Mais voilà, donc quand vous sélectionnez un personnage, hein, je vais prendre par exemple ici le personnage d'Arthur, vous avez différentes poses pour ce personnage. Voilà, par exemple, je vais prendre cette pose-ci, mettons. Vous pouvez prendre le personnage en gros plan, en moitié ou en plan complet. Et puis, une fois que vous êtes prêt, et c'est là qu'on croise les doigts, voilà, je crois que ça va fonctionner cette fois-ci. Oui, non. Voilà, eh bien vous voyez le petit bug, hein. Donc en fait ici, la première fois ça marche rarement, je ne sais pas pourquoi, parce que sur Mac ça fonctionne bien. Je vais donc retélécharger ici ce personnage en espérant que cette fois-ci, voilà, insertion d'image. Et donc nous avons ici ce personnage, et donc vous pouvez donc utiliser ce personnage. Alors petit truc, je vais mettre ce personnage ici au-dessus de l'autre image, et vous voyez que l'autre image, eh bien elle apparaît en transparence, donc les zones à l'intérieur de l'image, mais qui sont autour du personnage, sont transparentes. Et donc, c'est une image ici au format, attention dans la conversation. De nouveau Nicolas, mais ne le laissez pas faire les autres, hein, vous devez réagir. Alors Nicolas, c'est effectivement une image au format PNG, puisque c'est le format PNG qui gère donc ici ce genre de transparence. Donc voilà, c'est ma dernière astuce. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans ce magasin des actifs. Vous allez trouver plein de choses, plein d'images, vous avez des boutons également ici qui sont possibles. Vous avez des fichiers audio, de la musique de fond, etc. que vous pouvez mettre. Des images à 360 degrés si vous faites des projets en réalité virtuelle. Et donc, tout ça fait partie de votre licence Captivate. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce genre de choses. Oui, Géraldine, il est trop rapide. En fait, pour vous dire exactement ce qui se passe, Nicolas est en train de suivre un cours avec moi sur Adobe Captivate et nous avons justement discuté de tout cela assez récemment dans le cours. Voilà, petit clin d'œil à mon copain Nicolas qui nous vient d'Alsace. Hein. On était encore ensemble ce matin pour un cours sur Captivate. Voilà, donc je suis arrivé à la fin de mes 10 astuces, c'est très bien, il nous reste 3 minutes. Donc est-ce qu'il y a des questions particulières ?